le ciel m'est libéré depuis la croix pour me racheter jusqu'à la tombe pour me justifier. Voilà, bonsoir et bienvenue à votre magazine, le mariage aujourd'hui sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes là avec vous, nous parlons de la complicité dans les couples. Alors, c'est quoi la complicité? Vous allez le découvrir avec moi ici sur ces plateaux. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Bonsoir, pasteur. Madame, bonsoir. Vous allez bien, pasteur? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Ça fait bien longtemps, hein? Oui, ça arrive à cause de nos multiples occupations, on n'est pas toujours là, parfois. Voilà. Avec vous, nous allons parler de la complicité dans le couple. D'entrée des jeux, vous pouvez nous définir c'est quoi la complicité? Ah, c'est un mot compliqué. Oui, il est français, mais il est compliqué. Il signifie certainement beaucoup de choses, mais dans le cadre de cette émission, nous pouvons dire qu'un couple complice, c'est un couple qui vit à deux, qui s'aime certainement, qui se comprend. Mais avant de se comprendre, il faut se connaître. Hein. Je vais donner une image pour illustrer ma définition. Voilà. Mais voilà ici un verre, c'est vrai que nous parlons de couple, mais un verre, celui qu'on utilise pour y boire de l'eau ou quelque chose de semblable. Mais ce verre-là, il contient deux choses, même trois. D'abord de l'eau, mais ensuite du sel et du sucre. Eh bien, ça fait un goût bizarre. Il est quelque peu sucré, mais aussi quelque peu salé. Eh bien, c'est un peu comme ça que je vois la notion de la complicité. Tu n'es plus seul, tu n'es plus le sel, et tu n'es plus le sucre. Mais lorsque vous mélangez les deux, ça devient hybride. Vous avez une sorte de liquide à boire, mais ce liquide n'est ni totalement salé et ni totalement sucré. Mais ça a un goût. Mais ça a un goût quelque peu bizarre. Bizarre mais passable aussi. Oui, mais vous pouvez le prendre. C'est comme du sérum moral. Oui, mais bien sûr, qui vous soigne ensuite. Donc la complicité, c'est un peu ça. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez dans la vie. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez dans le foyer. Mais c'est un mixage, c'est un dosage, c'est un mélange que vous faites pour votre couple. Parce que ce qui est vrai pour ce couple peut ne pas être vrai pour tel autre couple. Voilà. Alors, puisque nous parlons des couples, comment est-ce qu'un couple peut vivre dans la complicité? Comment? Ah voilà, je crois que j'ai déjà commencé à le dire. Oui. La complicité n'est pas comme la casserole que vous avez achetée juste pour accompagner votre mariage. C'est-à-dire que cette casserole-là ne fuira pas. Vous la trouverez dans votre maison et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Mais la complicité n'est pas une chose que vous trouvez dans le foyer. C'est une construction. Et ça peut prendre pour les uns un mois, pour les autres 2 ans, pour d'autres encore 5 ans, etc. 20 ans. Oui, même si on a beaucoup attendu cette fois-là. Donc je me dis, comment faire pour vivre dans la complicité? Il faut d'abord remarquer que la fameuse complicité n'existe pas. Donc l'homme et la femme doivent se mettre ensemble pour commencer à créer leur propre complicité. Leur propre langage. Et leur propre langage, leur propre mode de vie, leur propre modèle de foyer. Mais ça, c'est une construction lente. L'amour doit régner. Ah, mais l'amour est là. Hein? Parce que l'amour s'est construit. Il se construit, mais il est là. C'est pourquoi monsieur accepte de prendre madame et madame accepte de devenir l'épouse de monsieur. L'amour est là. Donc, comme la complicité, ça s'est construit aussi. Hein. Oui, mais il s'est construit avant. Avant le mariage. Oui, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils pensent qu'ils peuvent construire quelque chose ensemble. Et parmi les choses qu'ils vont maintenant commencer à construire, l'une d'elles, c'est la complicité. Pasteur, je ne sais pas si vous allez être d'avis avec moi. Un fiancé qui a duré 6 mois. Oui. Vous pensez qu'au bout de 6 mois, on peut parler de la complicité? Il y a une complicité entre les deux. Mais on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, avoir une sorte d'instrument de mesure pour dire à 6 mois c'est possible
ou à 6 mois, ce n'est pas possible. Moi, mon idée, c'est celle-ci. Dans les fiançailles, c'est une époque transitoire. On ne sait pas si ça va aboutir ou ça ne va pas aboutir. Ça, ce sont les fiançailles. Qu'est-ce qu'on construit dans les fiançailles? On essaye de construire l'amour conjugal. On essaye de construire l'amour mutuel. Disons-le comme ça. Mais qu'est-ce qu'on construit premièrement dans le mariage? Mais dans le mariage, on essaye de se connaître, on continue à se connaître, on essaye de se comprendre, on essaye de trouver le rythme pour ce couple. Et là, c'est démarrer la construction de la complicité. Est-ce que c'est une obligation, pasteur, ou bien c'est un devoir pour les conjoints? Ah, mais je crois, bon, je ne sais pas si nous devons nous exprimer en termes d'obligation ou de devoir, mais la complicité est un des éléments qui consolide le mariage. Donc, je crois que c'est un must, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit exister. Si elle n'existe pas, si vous ne réussissez pas à la construire, cette complicité, eh bien, ça va vous rattraper. Un couple où ils ne sont pas complices, donc c'est un couple voué à l'échec. Ils ont déjà échoué. Parce qu'on s'est marié pour construire cette complicité-là. J'étais déjà seul de mon côté. Tu étais déjà seul de ton côté. Mais nous nous sommes mis ensemble parce que nous croyons. Après 40 ans, 30 ans par exemple, des vies, chacun de son côté. Oui, bien sûr, je comprends. La femme peut avoir 21 ans, l'homme peut avoir 31 ans. Ça signifie que, après avoir vécu 21 ans, je me dis, je ne peux pas continuer à vivre seul. Je dois construire quelque chose avec un homme, si c'est une femme qui parle. Ou je dois construire quelque chose avec cette femme, si c'est l'homme qui s'exprime ainsi. Donc c'est très important qu'on essaye, je dis bien essayer, parce qu'on ne sait pas si on va réussir, mais qu'on essaye de construire une complicité, c'est-à-dire de créer ce verre-là rempli d'eau, oui, mais à moitié salé et à moitié sucré. Voilà, pasteur. Vous êtes également marié, oui, je le suis. 25 ans déjà, je sais. Oui. Selon vous, par rapport à votre propre expérience, vous vivez aussi cette complicité dans votre ménage? Je vais répondre de façon très simple. Chaque couple a sa propre compréhension de la complicité. Pour moi, il s'agit de s'entendre, parce que si vous ne vous entendez sur rien, ben alors à quoi bon être ensemble? Mais je pense que 25 ans après, notre chemin continue. Ça signifie que petit à petit, nous nous mettons d'accord sur des différents éléments de notre mariage. Donc je peux dire, il y a une sorte de complicité dans notre foyer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour vous demander des questions. Heureusement. Mais je reviendrai tout à l'heure là. Les couples qui nous regardent sur ces plateaux, pasteur, oui. Pour certains, vivre dans une complicité, c'est-à-dire tout dire à l'autre, qui est transparence dans tout, oui. Dans, par exemple, la gérance, même la gérance de l'économie, des finances dans les foyers. Oui. Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de répondre par palier. Premièrement, la transparence. C'est une vertu cardinale dans le mariage. Oui. Il faut bien peser les mots. Oui, j'essaie de le faire. Il faut tout dire, il faut tout savoir, il faut tout connaître, ne pas avoir de secrets. Mais je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles devraient être. Il faut tout dire. Est-ce qu'on a déjà tout dit à quelqu'un? Ça, c'est une bonne question. A-t-on déjà? C'est vrai, il faut tout dire. Il ne faut pas penser que je contredis la notion de la transparence, mais j'essaie de la juger. Est-ce qu'on peut tout dire à quelqu'un? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que tout s'est dit? Tout s'est dit. Pour tout dire, il faut tout connaître. Or, l'homme ne connaît pas tout. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut dire tout à quelqu'un? Je crains que non. Quelqu'un là, c'est votre femme ou Oui, bien votre mari? Femme, je parle bien de votre mari. Disons-le, l'homme, c'est un être de secret. Je parle de l'homme, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Si vous rencontrez quelqu'un sur la voie publique,
Si elle ne dit pas comment elle s'appelle, mais à moins d'avoir des dons de Dieu ou des dons spéciaux, mais sinon vous ne saurez jamais comment il ou elle s'appelle. Cette personne doit se dévoiler à vous et dire « je m'appelle tel ». Il y a des éléments qui fondent la confiance d'un couple. Vous devez être capable de dire à votre mari ou à votre femme qu'est-ce qui s'est passé avant de le rencontrer ou de la rencontrer. Ça, c'est très important parce que là, si vous fautez, eh bien, c'est un grand problème. Ce mariage peut ne plus tenir. Donc ça, nous ne parlons pas de ça. Mais nous parlons de certaines informations ou de certaines situations. Même avant le mariage, qui ne concernent en rien le mariage, il peut vous les donner, ou comme il ne peut pas vous les donner, soyez patient. Lorsque son cœur sera disponible, il le partagera avec vous. Le cœur doit être aussi disponible. Mais comment voulez-vous, à moins que vous torturiez votre mari ou votre femme, sinon pour que quelqu'un vous dise certaines vérités, il faut que lui-même juge que le temps est venu pour que je partage ceci avec votre époux. Le matin, oui. Il est censé m'informer. Oui, ça c'est normal. C'est normal, nous vivons dans un grand pays. Eh bien, si votre mari veut sortir, je crois qu'ils ne seront pas au Katanga, ils ne seront pas à l'Équateur, il est à Kinshasa. Mais en plus, il doit vous dire où il y va. C'est une obligation ou bien un devoir? Je pense que c'est très important parce qu'il s'agit ici de sa propre sécurité aussi. Si vous ne savez pas où est parti votre mari, supposons qu'il lui arrive quelque chose, on ne souhaite rien. Supposons qu'il lui arrive quelque chose, mais comment allez-vous faire? Soit pour l'aider, porter assistance ou répondre aux questions. C'est très difficile. Généralement, avec vous les hommes, vous êtes pasteur, mais vous êtes également un homme. Hein? Oui. Vous n'aimez pas des questions du genre chérie, t'es où? Oui, mais... Ça vous dérange en quoi? Ah, il y a question et question. Si quelqu'un est dérangé, c'est qu'il y a un motif de dérangement. Peut-être c'est l'abus, peut-être c'est le contrôle, peut-être c'est la manipulation. Parce que la femme ne devrait pas contrôler son homme. C'est ça la complicité, non? Non, il faut faire très attention. Je veux bien, en termes de théorie, c'est ce qu'on dit. Une femme doit contrôler son mari, un mari doit contrôler sa femme. Mais être attentif, c'est mieux. Ah, vous avez changé, mais moi aussi je dois changer à ce moment-là. Mais le contrôle, surtout lorsqu'il est abusif, il a atteint la confiance, il tue la confiance. C'est vrai, la confiance est importante. C'est vrai, parfois, vérifier si cette confiance est méritée est important. Mais si chaque jour dans votre foyer, vous devez vérifier si votre mari ou votre femme mérite votre confiance, je dis que dans ce foyer-là, il n'y a pas de confiance. La confiance, ça se construit également. Oui, bien sûr. Il faut la construire. Tout se construit. Mais la confiance également n'exclut pas le contrôle. Dit-on, mais un contrôle abusif, un contrôle excessif, c'est une grande pression. Peut-être que l'autre ne la supportera pas. Chercher à savoir, à tout connaître, ce sont des pressions. Non, c'est une maladie, c'est souffrir d'un manque de confiance, même pas vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis de soi-même. On est mal dans sa peau, c'est pourquoi on l'extériorise par un contrôle abusif. Alors, est-ce facile de rester complice pendant de nombreuses années dans le mariage? Si la complicité est une valeur pour vous, eh bien vous aurez l'intention de maintenir cette valeur dans votre foyer. Donc je crois que aussitôt que vous avez goûté à la complicité, vous ne la lâcherez plus. Ça ne devient pas une sorte de routine, par exemple? Non, c'est une valeur. C'est-à-dire qu'elle va continuer à vous unir, elle va continuer à vous apaiser dans vos conflits, elle va continuer à vous aider à vivre ensemble. Et donc c'est une très grande valeur. C'est comme un bijou pratiquement. Oui. Donc, ça vous aide à dialoguer à tout moment parce que vous devez savoir ce que fait l'autre. Oui, ceci est une richesse dans le couple parce que je me dis, dans un couple où il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien à espérer. Or, la complicité vous pousse à communiquer sur des choses importantes, mais même à communiquer sur des choses qui ne le sont pas. Et donc, c'est un avantage. Pasteur, vous gérez également les couples. Vous avez eu à résoudre différents problèmes. Il y a également des couples où on remarque ou bien constate que si papa est assis là, oui, maman doit être derrière. Oui, vous évoquez donc nos coutumes. Voilà. Ah, oui, ben, il y a aussi... Qui perd sa place? Qui perd la place?
Non, notre coutume qui perd leur place. Là, c'est un grand problème. Je pense qu'avant d'aller dialoguer avec d'autres coutumes, il faut d'abord s'arrêter sur sa propre coutume. Je crois que ceux qui nous suivent aujourd'hui risquent d'être très étonnés. Voilà un pasteur qui défend la coutume. Est-ce qu'il ne sait pas que les coutumes sont diaboliques? Non, monsieur, non, madame. Dans les coutumes, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Si vous trouvez que votre coutume a ceci de négatif, alors ôtez cette partie négative, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on ne doit pas confondre les coutumes avec le mal, les coutumes avec le péché, les coutumes avec les démons. Non, je vous donne un exemple. Il y a dans certaines coutumes de notre pays l'obligation, mais ici c'est un exemple qui oscille entre plusieurs choses à la fois. Il y a des coutumes où il faut verser la dot. Et parfois la dot en question est très exorbitante. On vous demande 10 bœufs, 20 bœufs. Est-ce qu'il faut dire que cette coutume est une mauvaise coutume? Non. Parce qu'elle vient d'un certain coin de la République où on y élève des bœufs et où présenter les bœufs ou épouser sa femme avec des bœufs ne pose aucun problème. Et même dans ces coutumes, quand on dit 10 bœufs, généralement ce n'est pas toujours 10 bœufs. Et quand on se retrouve à Kinshasa, on dit prenez l'équivalent de ces bœufs et remettez à la famille. On peut encore discuter. C'est très, très, très important. Donc il faut faire une grande distinction entre les mauvaises coutumes et les bonnes coutumes. Mais pour revenir à votre question, si ceci consolide la vie en foyer, si au lieu de voir une sorte de distance entre l'homme et la femme, vous y voyez plutôt le respect qui existe entre cet homme et sa femme, et donc on peut soutenir ce genre de coutume. Complicité égale chéri, bouchou, bébé, marcher la main dans la main, être partout ensemble. La définition de la complicité, elle est individuelle. Il ne faut pas penser qu'il y a une complicité pour tout le monde, ça n'existe pas. Si pour vous, votre complicité passe par là, il ne faut pas combattre ce qui n'applique pas votre propre définition de la complicité. Mais si pour vous, il faut s'appeler par des petits noms, si pour vous, il faut marcher bras dessus, s'afficher, si pour vous, ça vous met ensemble, ça vous renforce dans votre marche conjugale, eh bien nous ne pouvons que vous acclamer. Mais attention, ne le prenez pas comme une sorte d'instrument de mesure pour tous les couples. Que pour être complice, il faut ceci, il faut cela. Je ne le pense pas. Voilà, pasteur, là, il y a encore des questions qui me manquent dessus. Vous dites que donc, vous devez avoir votre modèle d'amour, modèle de complicité dans votre maison. C'est pas parce qu'on ne sort pas ensemble qu'on n'est pas complice. Mais ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pas parce qu'on ne vient pas à l'église en même moment qu'on n'est pas complice. Ça c'est clair. Ce n'est pas parce que lorsqu'il faut aller à la signature des béton des enfants qu'on ne part pas ensemble qu'on n'est pas complice. Non. Ce n'est vraiment pas ça. Il ne faut pas tomber dans ce travers. Disons, mettons un peu de l'ordre dans ce que nous sommes en train de dire. Si vous avez la facilité d'aller à l'école des enfants ensemble pour signer le bulletin, mais nous ne faisons que vous acclamer. Mais si votre épouse ne peut pas y aller, parce qu'elle a d'autres obligations, et que vous vous êtes convenu que c'est l'homme qui ira, cette fois ici, signer, eh bien il ne faut pas dire, puisqu'on a vu son mari seul à l'école, alors ce couple n'est pas uni. Non, ça c'est la cuisine interne. Ils se sont entendus, ils se sont compris, et ils sont complices dans la décision qu'ils ont prise, que l'un aille signer, alors, tandis que l'autre va à telle ou telle autre occupation. Alors c'est un travail de longue haleine, la complicité. Je le crois, comme toute construction. Si vous avez la facilité de construire votre maison en une semaine, ça doit être un miracle. Sinon, elle se construit petit à petit. Donc je crois que la complicité aussi, ça demande un peu de temps. Construction, qui s'y met beaucoup dans cette construction? C'est une bonne question, mais je crois qu'on ne peut ni parler de l'égalité, ni de la parité dans la construction de cette complicité. Non, non. Mais je crois aussi
qu'il y a peut-être dans le foyer quelqu'un qui sert de moteur à la construction. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais il ne faut pas, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Que celui qui est plus ouvert, que celui qui est plus informé, que celui qui connaît, qui a un peu plus d'expérience, entraîne l'autre, c'est correct. Il doit le faire avec amour, pas en imposant certaines choses. Généralement, l'imposition ne marche pas. On est mariés, on est tous mariés. Si vous voulez chaque jour imposer quelque chose à votre femme, bien ça marchera une première fois, une deuxième fois. Il y aura il y aura de l'opposition où elle deviendra rebelle. Vous le dites très bien. Pasteur, est-ce qu'il y a des dispositifs à suivre ou bien il y a un schéma par lequel on doit passer pour arriver à vivre une complicité? Cette question est très compliquée. On ne sait pas comment il faut répondre à cette question. Mais je pense comme ceci. Il y a des démarches? Je pense peut-être des étapes, des petites étapes. Ils se sont aimés. C'est la raison pour laquelle ils se sont mariés. Maintenant qu'ils se sont mariés, ils se rendent compte que ce que l'homme pense n'est pas toujours ce que la femme pense, ou vice-versa, n'est-ce pas? Alors, ils se disent, mais attendez, plutôt que de continuer à s'affronter, toi, tu penses quoi de ceci? Et moi, je pense comme ça. Ces deux idées, oui. Quel est le juste milieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, comme toi, tu penses que nous devons habiter Matete, je prends cet exemple, et que moi je pense que nous devons habiter Lemba, trouvons un moyen qu'on n'habite ni à Matete, ni à Lemba, mais qu'on habite peut-être Salongo, du côté de Limete là-bas. Eh bien, ils ont trouvé un moyen, ils se sont compris, et pour moi, c'est parfait. La complicité dans le couple, nous sommes en train de parler de ça. Puisque nous parlons de ça, est-ce que les maris doivent également... Il faut qu'il y ait transparence. Oui, oui. Et du côté des finances, comment ça doit se gérer? La gestion des finances est une chose très compliquée parce que ce n'est pas parce que vous êtes mariés que les deux époux ont la même expérience financière. Ça, c'est de un. Donc, il y a toujours peut-être l'un qui est plus avancé que l'autre dans la question de la gestion financière. La deuxième remarque, l'argent se gagne très difficilement. Ici chez nous, très difficilement. Donc, partout ailleurs aussi, l'argent se gagne très difficilement. On ne peut donc pas concevoir que ce qui a été gagné très difficilement soit tout simplement dépensé très facilement. On ne peut pas compter sur une personne dont la seule aptitude financière consiste, lorsqu'il y a l'argent, à le dépenser. Ça, ce n'est pas une qualité. Donc, que celui de deux époux qui est plus avancé, qui est plus expérimenté, aide l'autre à se retrouver dans la gestion financière. Et si vous le faites, vous allez plus vous rapprocher dans ce que nous sommes en train d'échanger aujourd'hui. Autrement, on sera marié sur tous les autres plans, mais célibataire par rapport au domaine des finances. Mon mari est salarié, mais on ne voit pas les salaires. Les bulletins des pays, la femme n'y voit pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lui poser la question. Pourquoi il ne montre pas son bulletin de paie? Il dit que c'est mon salaire. Il y a des hommes qui défendent ces points de vue. C'est mon argent, c'est par rapport à mon travail. Bon, revenons à l'hypothèse de notre verre qui avait de l'eau un peu salée et un peu sucrée. Donc, lorsqu'on parle, et surtout quand on veut construire la complicité, je crois qu'on ne doit pas toujours continuer en termes de mon, mais... Vous êtes d'avis que les hommes présentent leur salaire à leurs épouses, c'est ça? Oui, si l'épouse a aussi une capacité de bien gérer ce qu'on lui présente. Parce qu'elle doit d'abord avoir cette capacité. Si elle ne sait pas bien gérer, on ne peut pas aussi la présenter. Si elle ne sait pas bien gérer, je ne sais pas si on va lui présenter ce salaire. Parce que finalement, c'est un grand risque. Comme il ne sait pas bien gérer, nous louons une maison, il ne saura pas payer la maison. Être informée, elle peut être informée. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas informée. Les montants aussi, parce que les hommes cachent également tout. Pas tous les hommes, maman, pas tous les hommes. Chaque fois que nous généralisons, ça fausse tout notre raisonnement. S'il y a un homme qui cache
son argent à sa femme, je me permettrai de dire ceci, qu'il y a des raisons qui le poussent à cacher cette information financière à sa femme. Non, je ne les défends pas forcément, mais je me dis qu'il y a une raison. Et tant que vous n'avez pas accès à cette raison, eh bien, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas inventer. Il faut essayer de discuter avec la personne. Par exemple, une fois j'ai parlé à l'église sur appelons ça ce besoin d'être très correct en matière de finances. Et vous ne pouvez pas être très correct si vous ne les partagez pas avec votre épouse. Mais un papa s'est présenté à moi. Il a dit, regardez comment ça se passe chez moi. Vous n'allez pas croire. Après avoir écouté son témoignage et après avoir parlé à sa femme, j'ai été obligé de dire à l'homme de ne pas présenter l'argent qu'il gagne à sa femme parce que les dépenses qui sont faites autour de cet argent ne leur permettent absolument pas de construire quelque chose dans leur vie ou dans leur foyer. Voilà. L'homme travaille, la femme aussi travaille. La femme aussi est obligée de montrer son bulletin de paie à son mari. Le principe, c'est que vous êtes mariés, eh bien, il doit y avoir une transparence. Là, nous discutons sur les exceptions, nous ne discutons pas sur le principe. Le principe, vous êtes mariés, mariez-vous aussi financièrement. Il faut qu'il y ait une transparence. Mais attention, s'il y a des problèmes, tant que ces problèmes ne seront pas résolus, même si nous donnons un principe en disant partagez, ils ne partageront jamais. Alors, quel conseil vous allez donner aux téléspectateurs qui nous suivent par rapport à la gestion? Oui. L'argent se gagne difficilement, il ne faut pas le dépenser tout simplement ou facilement. Alors, le deuxième conseil, c'est que celui d'entre les époux qui a une expérience financière, que celui-là entraîne l'autre à comprendre comment on gère l'argent. Voilà. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nous arrivons à la fin, pasteur. Complicité. Ça doit se vivre dans le mariage. Oui. Pour toujours jusqu'à la fin. Ah oui, mais bon, dans tous les mariages ne vont pas jusqu'à la fin, vous le savez. Oui, bien. Alors, la complicité est une valeur, et je crois que si c'est votre valeur, vous la défendrez jusqu'au bout. Mais si elle vous joue des tours, nous avons parfois vu des gens qui ont bien commencé, mais quelque part, il y a eu crise de confiance, destruction de la complicité, avant de voir le mariage tomber comme un château de cartes. Donc, sans complicité, on ne parlera pas d'un mariage heureux. Je le crois, mais en insistant que chaque mariage doit avoir sa compréhension de sa propre complicité. Vous avez une lecture parfaite d'un mariage réussi, par exemple, vous? C'est non. Vous. Non. Chaque fois que vous abordez la perfection, je suis mal. Parce que le mariage, on se marie entre hommes imparfaits. Quand je parle de homme, je parle d'un homme et d'une femme. On se marie entre hommes imparfaits. Alors, si l'homme est imparfait, la femme aussi, vous voulez maintenant bâtir un mariage parfait? Non. Si les éléments de l'ensemble ne sont pas parfaits, l'ensemble lui-même ne le sera pas non plus. Donc, la perfection de le mariage, c'est plutôt son imperfection. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci. Et c'est un message qu'il faut donner aux téléspectateurs, oui. Parce que les gens pensent que le mariage, c'est seulement les roses. Ah bien, l'exemple que vous prenez, il est parfait en lui-même. La fleur rose a aussi des épines. Il faut souvent se le rappeler. Et quelles sont ces épines? Par rapport à notre thème de ce jour, c'est parfois la difficulté à réussir cette complicité. C'est-à-dire, vous êtes mariés, mais vous êtes comme deux îles, naturellement, qui ont des relations peut-être commerciales, peut-être diplomatiques, peut-être politiques, mais vous sentez que du point de vue de la complicité, ça ne marche pas beaucoup. Que faire alors? Par rapport à ça, il faut essayer de construire la complicité. Et si vous échouez totalement, eh bien, essayez de tenir votre mariage avec le minimum de choses qui vous unissent, comme l'amour, comme les enfants, etc. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pasteur, vous êtes habitué, vous connaissez
livre d'or. Oui, je peux. Oui. C'est un honneur. Voilà, histoire d'immortaliser votre passage à cette émission. Merci. Voilà, nous avons parlé de la complicité. Pasteur Jean-Baptiste Soumbela a brossé dur sur la notion de la complicité. Alors, si aujourd'hui, cette complicité n'est pas encore effective dans votre foyer, ne perdez pas l'espoir. Gardez-vous parce que ça viendra toujours avec le temps. Merci et à la prochaine. On est libéré depuis la croix. Depuis le ciel, on est libéré. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels,